de photojournalistes en toute liberté. Et tout le débat sur la sécurité globale en pleine pandémie est-elle en train de nourrir le ressentiment des Français? On en parle avec Cynthia Fleury. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes philosophe, psychanalyste, vous êtes l'autrice du livre qui a pour titre Si J la mer, paru chez Gallimard. D'abord, pour vous, être dans le ressentiment, c'est quoi pour bien poser les choses? Alors, pour bien poser les choses, être dans le ressentiment, c'est être d'abord enlisé dans une passion triste. C'est pas simplement la traversée, c'est pas simplement la colère, la vengeance, la tristesse, le sentiment victimaire, la rumination. C'est tout ça, mais qui tout d'un coup s'approfondit et vous vous enlisez dans cela. Donc la dimension de profondeur et d'entrée dedans, c'est absolument nécessaire pour comprendre ce qu'est le ressentiment. Et en même temps, conjointement, plus vous vous enfoncez dans ce ressentiment, moins vous avez une capacité d'agir et de transformer le monde. Et c'est cette conjonction-là, ce double mouvement qui vient signer un ressentiment. Donc c'est pas la colère qui, elle, peut être source de résistance. Oui, non, mais d'ailleurs, toutes les passions tristes, elles font partie de la vie. Elles sont transformatrices de nous-mêmes. En revanche, à partir du moment où vous avez, au-delà d'une rumination, vous avez véritablement le fait d'être emprisonné dans cette passion triste. Ça paralyse. C'est pas tout à fait la même chose. Et là, on peut effectivement considérer que voilà, il faut commencer à trouver d'autres méthodes pour s'en sortir. Alors, disons-le, vous avez écrit ce livre, vous avez commencé en tout cas avant la pandémie. Est-ce qu'elle a accéléré, par exemple, en France, ce phénomène ? La pandémie, elle est un contexte extrêmement fragilisant parce que c'est un contexte d'incertitude maximale, non seulement déjà avec la rencontre de nouveau avec le réel de la mort, parce que malgré tout, il y a la question de la mortalité, des plus âgés, etc. Et puis au début, une sidération devant quelque chose qu'on ne connaît pas bien, qu'on ne maîtrise pas. Et puis sinon, oui, bien évidemment, la question de l'insécurité sociale, économique, culturelle, voire même démocratique, parce qu'on voit bien que nos États basculent dans des états d'exception. Donc tout ceci vient renforcer l'incertitude, le risque et, hélas, l'insécurisation, très souvent, c'est une condition objective de ressentiment. Ouais. On parle de la pandémie, il y a aussi tout le mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que ce ressentiment, c'est aussi cette forme de défiance envers les décisions politiques, envers les décisions des pouvoirs publics? Oui, très clairement. Une des manières, si vous voulez, un des symptômes, en tout cas, du ressentiment, c'est une crise de confiance absolue. Donc c'est de la défiance. C'est-à-dire que le premier mouvement que vous allez poser envers les êtres et puis envers les institutions, c'est le fait de ne pas les croire. Et donc c'est extraordinairement compliqué puisque rien ne peut faire ressource d'une certaine manière. Ce que projette le ressentiment sur ce qui l'entoure, c'est une dépréciation universelle. Et donc résultat, la ressource ne vient pas de l'intérieur et la ressource ne peut pas venir non plus de l'extérieur. C'est ça, c'est pour ça que c'est tellement compliqué. Que faire alors ? Que faire? C'est-à-dire qu'il faut tout d'un coup retravailler avec le sujet pour établir à nouveau ce lien de confiance, ce lien possible de ressourcement. Ça prend un temps assez long. Du fait qu'on peut aussi devenir maître de son destin, en tout cas de son avenir sans doute. En tout cas, tout l'enjeu de ce livre, c'était de dire, écoutez, nous faisons voilà, il faut faire le pari que oui, c'est possible. Ce n'est pas toujours le cas, je ne vous le cache pas, parce que tout dépend, je dirais, la résistance, le caractère réfractaire du sujet par rapport à ça, le déni aussi, ressentimiste. Mais le livre fait le pari que oui, c'est possible et que surtout, c'est nécessaire pour protéger le sujet et pour protéger les sociétés démocratiques. Alors, le ressentiment est-il justement dangereux pour les sociétés démocratiques? Vous avez une expression, le charisme incivil, c'est ça? Oui. Donald Trump en serait la figure? Alors, en l'occurrence, ce n'est pas mon expression. C'est une expression assez géniale. J'en avais déjà parlé dans Les pathologies de la démocratie, qui est une expression de Richard Sennett, qui est un grand sociologue contemporain, et qui expliquait très bien que le charisme est une notion, d'abord, qu'on connaît bien en politique, et notamment aussi dans la démocratie, et notamment dans la démocratie française, parce qu'on a toute une grande histoire des charismes civils, plutôt. Mais nous sommes entrés dans un monde de charisme incivil, c'est-à-dire de charisme où ça déborde, où le sujet déborde par son intimité, par sa
sa manière de croire que l'authenticité, c'est essentiellement de l'agressivité ou de l'honnêteté un peu insultante, provocatrice, etc. Donc on a un monde, c'est vrai, plutôt en ce moment de charismes incivils. Alors c'est dû parfois à cette question ressentimiste, victimaire, mais c'est dû aussi à nos modes de visibilité, c'est-à-dire nous sommes un monde de mise en spectacle, nous sommes un monde qui, d'une certaine manière, repère ce qui, tout d'un coup, provoque, ce qui fait polémique. Donc c'est une invitation permanente au charisme incivil. Difficile de ne pas évoquer avec vous la question des masques en France, mais un peu partout dans le monde, même si en France, on avait entendu dire au départ de la part des autorités qu'ils n'étaient pas efficaces. Vous avez préfacé un ouvrage qui a pour titre « À vos masques ». La crise du coronavirus vue par les dessinateurs de presse du monde entier. 120 dessins pour être précis. Vous avez signé la préface. Oui. Je dois vous avouer que j'ai lu le livre, mais pas la préface. Quel est votre propos sur la question des masques? Non, mais la préface, elle revenait un tout petit peu sur les leçons multiples de cette expérience pandémique extraordinaire, malgré tout, en tout cas pour notre génération. Voilà, donc elle revenait sur tout ce qui avait été à la fois de l'usage très pratico-concret, la vie de tous les jours, le confinement, etc., jusqu'aux expériences des soignants, tout leur engagement, je dirais, jusqu'à la mise éventuellement des libertés en confinement, c'est-à-dire le caractère éventuellement liberticide de cela. Donc c'était un travail pour accompagner la manière dont les dessinateurs Cartooning for Peace voient justement comment ça peut être une rupture. Ce qui se joue aujourd'hui, une rupture pour penser demain le monde autrement. Et donc voilà, donc la question, la préface, elle revenait sur tous ces grands enjeux paradigmatiques. Alors vous consultez à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, vous êtes psychanalyste, de plus en plus de psychiatres tirent la sonnette d'alarme en disant attention, attention, il y a davantage de dépression, d'anxiété, de troubles du sommeil avec cette pandémie. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà constaté et depuis combien de temps? Alors, moi, je ne consulte pas. Je suis la titulaire de la chaire de philosophie du GHU psychiatrie et neurosciences, mais je peux effectivement suivre les soignants. Vous êtes en contact, bien sûr. Voilà, tout à fait, que ce soit en supervision, en accompagnement, etc. Et puis, par ailleurs, en libéral, d'avoir des patients. Donc, oui, et puis, voilà, on se réunit d'ailleurs à plusieurs psychiatres pour tirer le signal d'alarme concernant tout simplement ce qu'on appelle aujourd'hui, ça y est, la troisième vague psychiatrique. Les chiffres sont assez terribles. Ils sont terribles à plusieurs niveaux. Ils sont terribles d'abord parce qu'on sait aujourd'hui que voilà, un patient sur 5 atteint du Covid développe des risques psychiatriques, insomnie, manque de concentration, troubles anxieux, troubles dépressifs, etc. Donc déjà, il y a ce côté-là. Ensuite, il y a tous ceux qui avaient des pathologies préexistantes lourdes, avec des pertes de chance, des ruptures de traitement, etc. Et puis, il y a tout ce qu'on pourrait appeler, hélas, les primo-arrivants, c'est-à-dire ceux qui n'avaient aucun antécédent psychiatrique et qui, tout d'un coup, sont... Les adolescents, notamment. Les adolescents, même les enfants, alors que les enfants étaient passés plutôt au travers de la crise dans le premier confinement. Là, il y a tout d'un coup, il y a une fatigue forte. Et puis surtout, je pense qu'il y a un sentiment de comprendre, si vous voulez, qu'on n'est plus dans un inédit et dans ce qu'on appelle en philosophie un apax, quelque chose qui n'advient qu'une seule fois. On sera dans du récurrent, on sera dans de la faille systémique. Après, juste si on peut quand même rassurer, pas de panique non plus, c'est pas parce qu'on a des états d'âme, qu'on se sent mal un jour, qu'on est plus fatigué un matin quand on se lève, qu'on est en dépression. C'est quand vraiment ça devient de manière répétitive. Quand ça devient invalidant. Je pense qu'un des grands critères, c'est la souffrance que l'on ressent et la paralysie, le sentiment de déprise, de glissement. Et là, en revanche, il faut véritablement déstigmatiser ça. On n'est pas fou, justement. C'est comme quand on se casse un bras. Personne ne songerait à se dire « Oh là là, mon Dieu, j'ai honte de me casser un bras. Il ne faut surtout pas que je m'occupe de ce bras et puis il faut que j'appuie bien dessus et que je nie cela. » Non, tout le monde va consulter. C'est très, très important aujourd'hui de déstigmatiser la souffrance mentale. Elle fait partie de la santé, la souffrance mentale. Et il y a des outils. Et ce n'est pas que la psychiatrie, ça va de quantité d'outils. Reconnaître, bien entendu, Exactement. Ne pas être dans le déni et ne pas hésiter à consulter. Merci beaucoup, Cynthia Fleury, d'avoir répondu à nos questions. Si J. la mer, voilà votre livre édition Gallimard. Merci à vous. Merci.